Avez-vous déjà remarqué que le trait de caractère qui vous effraie le plus est aussi celui qui vous met le plus en colère chez les autres? L'émotion que vous refoulez, l'aspect que vous fuyez, la vérité que vous ignorez. Carl Jung dit « Ce que vous laissez dans l'inconscient vous revient sous forme de destin ». Autrement dit, ce que vous fuyez vous transforme. Mais lorsque vous l'affrontez, vous changez. On a souvent tendance à chercher sa peur à l'extérieur de soi, dans la vie, chez les autres, dans les événements, dans un regard, un mot, un rejet, dans les circonstances qu'on ne peut contrôler, dans ce qui nous arrive. Cela nous permet d'ignorer plus facilement ce qui se passe à l'intérieur, car blâmer l'extérieur fait moins mal que de se regarder en face. Pourtant, selon Carl Jung, le vrai problème est le suivant. On croit que ce qu'on fuit se trouve dans le monde extérieur, mais la véritable source de la peur est le monde intérieur. L'émotion refoulée, le trait de caractère rejeté, l'aspect qu'on refuse d'admettre. Tout cela vit en nous. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, ce qu'on croit fuir nous contrôle secrètement. Maintenant, regardez-vous en face. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Quelle émotion cherchez-vous à éviter? Est-ce la colère, le désir de pouvoir, la faiblesse ou un besoin d'amour? On évite souvent de répondre à ces questions car la réponse perturbe notre zone de confort. Elle ébranle l'identité que nous avons construite au fil des ans. Jung insiste sur ce point. Rien de refoulé ne disparaît jamais. Cela se réfugie seulement dans l'inconscient. Là, cela grandit silencieusement. Et le moment venu, cela nous rattrape comme le destin. C'est pourquoi la vie est faite de cycles récurrents. Les mêmes schémas relationnels, les mêmes déceptions, les mêmes dénouements. On se demande « Pourquoi est-ce que je vis toujours les mêmes choses ?» Mais on ne se pose pas la vraie question « Qu'est-ce que je ne veux pas voir en moi ?» Ce que vous fuyez se manifeste chez les personnes qui vous dérangent. L'émotion que vous réprimez se déclenche chez les autres. Le trait de caractère que vous ne vous attribuez pas devient celui que vous jugez le plus sévèrement dans le monde extérieur. Ce n'est pas une punition, c'est la tentative d'autorégulation de l'esprit. Jung appelle cela le mécanisme compensatoire de l'inconscient. Ce qui est rejeté intérieurement est perçu de manière exagérée à l'extérieur. Ainsi, une personne est forcée de se confronter à elle-même. Mais la plupart des gens choisissent d'ignorer cet appel. Ils tentent de contrôler davantage. Ils font semblant, ils paraissent plus forts. Ils agissent comme s'ils étaient plus calmes. Mais cela ne procure qu'un ordre superficiel. La tension intérieure continue de croître, car la fuite n'est pas la solution. La fuite est un report de la confrontation. Il est important de préciser ici, ceci ne s'adresse pas à tout le monde. Quiconque a écouté jusqu'ici est déjà prêt à se connecter à son monde intérieur. Si ce type de contenu vous parle et que vous souhaitez approfondir ce cheminement, vous pouvez envisager de vous abonner à la chaîne. Car cette chaîne est axée sur une prise de conscience durable et non sur un soulagement immédiat. Continuons. Où se cache ce que vous fuyez? La réponse est simple, mais troublante. En vous. Chaque émotion que vous refoulez, chaque aspect que vous rejetez, chaque vérité que vous ignorez, tout cela continue d'exister quelque part en vous. Et tant que vous refusez de regarder, cela continue de vous guider. C'est pourquoi Jung recherche le premier pas du changement non pas dans les conditions extérieures, mais dans la conscience intérieure. Dès l'instant où une personne cesse de chercher sa peur à l'extérieur, le véritable cheminement commence. Car à ce moment précis, elle a osé se trouver face à ce qu'elle fuyait. Et ce courage est le point de départ de la transformation. Et à ce stade, une vérité émerge, que très peu de gens perçoivent. On croit maîtriser sa peur en la refoulant. On confond calme et force. On confond conformité et vertu. On croit mûrir en faisant taire la voix intérieure qui s'élève. Mais tout ce qui est refoulé finit par revenir sous une autre forme. Tension corporelle, absence de but dans la vie, épuisement relationnel. On ne comprend pas pourquoi, mais on est constamment fatigué. On a un sentiment permanent d'incomplétude, car une partie de soi, qui aspire à vivre, reste en suspens. Au bout d'un moment, cette pression intérieure commence à influencer les décisions. On choisit une vie qui ne nous convient pas. On s'impose des responsabilités qui nous dépassent. On persiste dans des rôles qui nous épuisent. Car affronter ses peurs, c'est perdre son identité. Ce qui est familier est rassurant, même si cela fait mal. C'est précisément ce que Jung a tant souligné. On choisit souvent ce qui nous est familier, et non le bonheur. C'est pourquoi le changement tarde. C'est pourquoi les mêmes conflits intérieurs se répètent dans différents contextes, car on ignore les signes que la vie nous offre pour ne pas voir la vérité en soi. Mais l'inévitable est ceci. La réalité intérieure ne se tait pas parce qu'elle est refoulée. On se raconte une histoire. On décrit qui l'on est, quel genre de personne on est, et ce que l'on ne deviendra jamais.
Cette histoire est généralement idyllique, morale, maîtrisée et acceptable. On construit un soi qui sera approuvé par la société, la famille et l'environnement. Et ce soi finit par être accepté comme « voilà qui je suis ». Mais selon Carl Jung, le véritable problème commence là, car l'histoire que l'on se raconte n'embrasse pas toute la vérité. Une partie est omise. Jung appelle cette partie l'ombre. L'ombre, c'est la personne que l'on ne veut pas être. C'est la somme des sentiments, des pensées et des tendances que l'on ne peut accepter en soi. La jalousie, la colère, la soif de pouvoir, l'égoïsme, le désir de contrôler, la peur de la faiblesse. Ces traits sont inhérents à la nature humaine. Mais lorsqu'ils ne sont pas acceptés, ils sont refoulés. Et tout ce qui est refoulé est enfoui dans l'inconscient. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Ce qui est dangereux, c'est de la nier. Plus une personne affirme « je ne suis pas comme ça », plus elle ignore cette part d'elle-même et son ombre commence à agir comme une force indépendante. Elle influence subtilement les décisions, oriente les réactions et devient la source de problèmes relationnels récurrents. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on réagit si violemment. Parfois, on ne comprend pas pourquoi un simple mot peut nous bouleverser à ce point. C'est dans ces moments-là que l'ombre est à l'œuvre. L'émotion refoulée a pris le dessus. Selon Jung, celui qui n'affronte pas son ombre est gouverné par ses propres ténèbres. Et ce pouvoir est silencieux. Souvent, on n'en a même pas conscience. L'ombre est surtout visible chez les autres. Les personnes qui nous agacent le plus reflètent souvent des aspects de nous-mêmes que nous nions. Si l'arrogance d'autrui nous exaspère, c'est que nous sommes en conflit avec notre propre force. Si la faiblesse d'autrui nous met en colère, c'est que nous évitons d'affronter notre propre vulnérabilité. Jung appelle cela la projection. On projette sur l'extérieur ce qu'on ne veut pas voir. Ainsi, on évite d'affronter ce qui se passe à l'intérieur. Blâmer est facile. Juger est rassurant car cela transfère la responsabilité de l'intérieur vers l'extérieur. Mais le prix à payer est élevé. On perd l'occasion de se connaître soi-même. La plus grande idée fausse concernant l'ombre est la suivante. On veut l'éliminer. On essaie d'être meilleur. On s'efforce de paraître plus calme, plus compréhensif, plus fort. Mais selon Jung, la transformation ne s'opère pas par la répression, mais par la reconnaissance. Entrer en contact avec son ombre ne signifie pas en devenir prisonnier. Au contraire, cela signifie la rendre accessible à la conscience. On ne peut maîtriser que ce que l'on connaît. On est maîtrisé par ce que l'on ignore. C'est pourquoi affronter son ombre demande du courage, car cette confrontation ébranle l'identité protégée pendant des années. Elle rend impossible de se cacher derrière le « je ne suis pas comme ça ». À ce stade, la plupart des gens reculent, car le contact avec l'ombre est inconfortable. Ils se voient imparfaits, ils se sentent contradictoires, ils réalisent que sous leur prétendue force se cachent des peurs. Ils comprennent que l'identité qu'ils croyaient bonne n'était peu être qu'un mécanisme de défense. Le processus que Jung appelle individuation commence précisément ici. L'individuation ne consiste pas à atteindre le moi idéal, mais à devenir entier sans rejeter ses différentes parties. Lorsqu'une personne accepte son ombre, elle ne devient pas immorale. Elle devient plus honnête, plus authentique, plus équilibrée, car toute énergie refoulée est libérée. Il faut le dire clairement, une personne qui n'affronte pas son ombre joue constamment un rôle. Elle cherche sans cesse à faire ses preuves, elle ressent constamment le besoin de paraître forte, car la part refoulée en elle tente de s'échapper par un point faible. Pour contrôler cette fuite, elle se forge un masque plus dur, une personnalité plus épaisse. Mais cela est aussi épuisant. Avec le temps, le burn-out s'installe, la vie devient plus lourde. Selon Jung, la source de la lassitude de l'homme moderne réside dans cette division intérieure. L'homme est en guerre contre lui-même. Mais celui qui entre en contact avec son ombre change. Il devient moins susceptible, moins sur la défensive, car ce qu'il craint n'est plus inconnu. L'inconnu effraie, le connu transforme. Quand une personne prend conscience de ses propres parts d'ombre, elle reste plus sereine face à celle d'autrui. Elle juge moins, elle observe davantage. Il ne s'agit pas de supériorité, mais d'un état d'équilibre intérieur. Comme le disait Jung, une conscience éclairée n'est pas celle qui nie l'obscurité, mais celle qui l'accueille. Et cette conscience libère véritablement l'individu. On ne naît pas nu, on apprend avec le temps. On comprend comment se comporter, ce qui est acceptable et ce qui pose problème. Parfois, le silence est plus sûr. Parfois, paraître fort est utile. Parfois, se conformer protège des sanctions. Et sans s'en rendre compte, on construit un masque. Carl Jung appelle ce masque la persona. La persona est l'interface entre nous et la société. C'est le visage que nous présentons au monde, celui que nous portons au travail,
le rôle que nous jouons en famille, l'attitude que nous adoptons dans nos relations. La persona n'est pas mauvaise en soi. Au contraire, elle est nécessaire à notre existence sociale. Le problème survient lorsque ce masque est confondu avec l'identité même. La persona procure un sentiment de sécurité. Grâce à elle, on est accepté, non critiqué, non exclu. Lorsqu'on joue bien son rôle, on est récompensé, on est apprécié, on est aimé. Ainsi, la persona se renforce. Avec le temps, on préfère rester derrière ce masque, parce que c'est familier, parce que cela semble maîtrisable. Le chaos, les contradictions et l'indécision du vrai moi sont menaçants. Le personnage est ordonné, les limites sont claires. On se sent en sécurité dans ce système. Mais cette sécurité est fragile, car le masque ne reflète pas l'intégrité du monde intérieur. Il ne montre que ce qui est acceptable. Selon Jung, une personne qui s'identifie à son personnage perd le contact avec son moi profond. Elle ne peut plus pleinement savoir ce qu'elle ressent. Elle ne peut plus discerner clairement ce qu'elle veut. Car ressentir est risqué. Désirer peut créer des conflits. Le masque, en revanche, réduit les conflits. Avec le temps, on refoule ses propres besoins. On ignore son malaise. On croit s'adapter. Mais cette adaptation a un coût intérieur. Un vide se crée. On vit comme si tout allait bien. Mais au fond de soi, un sentiment d'insatisfaction grandit. Jung explique en grande partie le sentiment d'absurdité de l'individu moderne par cette déconnexion. Le personnage est aussi un mécanisme de défense. On paraît fort pour cacher sa vulnérabilité. On parvient à masquer un sentiment de dévalorisation. Ils se comportent comme des perfectionnistes pour réprimer leur peur de l'inadéquation. De l'extérieur, tout semble sous contrôle. Mais intérieurement, c'est un état d'alerte constant. Ils se surveillent pour éviter que le masque ne tombe. Ils pèsent leurs mots. Ils contrôlent leurs réactions. Cela demande une énergie considérable. Selon Jung, l'une des causes du burn-out est cet état permanent de jeu de rôle. Ils tentent de maintenir une image qui ne leur correspond pas. Une autre conséquence de cette façade est l'engourdissement émotionnel. Ils se détachent de leurs émotions car celles-ci ne peuvent être contenues derrière un masque. Colère, tristesse, jalousie, vulnérabilité, aucune de ces émotions n'est jugée appropriée. Ainsi, les émotions sont refoulées. Ils pensent prendre des décisions intelligentes, mais ils perdent le contact avec leur intuition. La vie devient mécanique. Jung décrit cela comme un appauvrissement spirituel. Ils font ce qu'il faut, mais ne se sentent pas vivants. Ils réussissent, mais ne trouvent pas la paix, car la personnalité régule la vie sans l'approfondir. Un point crucial se pose. Il n'est pas nécessaire d'abandonner cette personnalité. Jung ne prenait pas une vie sans masque. Le véritable enjeu réside dans l'usage conscient du masque. Lorsqu'une personne est consciente de son personnage, elle n'en est plus prisonnière. Elle sait qu'elle joue un rôle. Elle s'en détache lorsque c'est nécessaire. Elle pose des limites lorsque c'est nécessaire. Mais une personne qui s'identifie à son personnage craint de perdre son masque. Elle craint la critique, le rejet et le manque d'amour. Cette peur l'affaiblit intérieurement. Toute possibilité de changement s'arrête là. Car changer signifie que le masque se fissure. Lorsque le personnage se fissure, un malaise se fait sentir, car des émotions refoulées remontent à la surface. Des besoins longtemps tus se font entendre. Selon Jung, ce malaise n'est pas un problème, mais un signe. L'âme se rappelle à elle-même. À ce stade, une personne a le choix entre deux voies. Soit elle renforce encore son masque, soit elle s'arrête et se regarde pour la première fois. Cet examen de conscience n'est pas facile, car il oblige à remettre en question son identité. Mais ce questionnement ouvre la porte à la transformation. Une personne qui prend ses distances avec son personnage change. Ils se défendent moins. Ils cherchent moins à faire leurs preuves. Ils vivent plus simplement. Ils deviennent moins dépendants de l'approbation d'autrui. Car leur valeur ne provient plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dans le parcours d'individuation de Jung, la persona n'est pas un ennemi à vaincre, mais un outil à maîtriser consciemment. Lorsque le masque est reconnu, il cesse d'être une source de sécurité. La véritable sécurité réside dans l'intégrité intérieure. Et cette intégrité rend la personne à la fois plus forte et plus libre. Le changement n'est pas un processus aussi facile qu'on le prétend souvent. On imagine souvent la transformation comme une guérison, un soulagement, une paix intérieure. On aspire à se sentir mieux, à être plus fort et à mener une vie plus équilibrée. Mais selon Carl Jung, le changement passe d'abord par l'inconfort, car on ne bouge que lorsque l'ordre établi est ébranlé. La conscience ne s'approfondit pas sans perturber le confort. C'est là que réside précisément la douloureuse vérité du changement.
La transformation intérieure menace d'abord l'identité. Lorsque le moi familier commence à se dissoudre, on perd ses repères. Cette perte est effrayante, car l'ancienne identité, même si elle est douloureuse, est familière. Ce qui est familier procure un sentiment de sécurité. Ce qui est nouveau, en revanche, est porteur d'incertitude. On veut changer, mais on ne veut pas en payer le prix. On veut plus de liberté, mais on ne veut pas lâcher prise. On veut vivre plus authentiquement, mais on ne veut pas que le masque tombe. Jung considère cette contradiction comme le conflit le plus fondamental de l'humanité. Le changement exige la dissolution de l'ancienne structure. Pensée, croyances, mécanismes de défense, rôle, tout est remis en question. Durant cette période de questionnement, on se sent vulnérable et indécis. Parfois, on éprouve un vide abyssal. C'est à ce moment précis que la plupart des gens retombent dans leur travers. Ils se disent « Il y a quelque chose qui cloche chez moi, mais il n'y a pas de problème. » Ce qui se produit, c'est une restructuration intérieure. La douleur est inévitable dans ce processus, car ce qui a été refoulé remonte à la surface. Des émotions longtemps mises de côté se font jour. Des peurs longtemps ignorées se manifestent. On prend conscience de vérités déplaisantes sur soi-même. On découvre que derrière ce qu'on croyait être des forces se cachent des peurs. On comprend que la vie qu'on pensait maîtriser est en réalité fragile. Selon Jung, cette prise de conscience n'est pas un effondrement, mais le début d'une transition. L'ego se retire, la conscience s'élargit. Mais cette expansion crée d'abord des tensions, non la paix. Car on ne peut plus continuer comme avant, mais on ignore encore ce que sera la nouveauté. Le côté douloureux du changement est le sentiment de solitude. On peut se sentir incompris durant ce processus. Notre entourage veut nous voir au même point. On attend de nous que nous reprenions nos anciennes habitudes. Le changement bouleverse non seulement le monde intérieur d'une personne, mais aussi ses relations. Jung affirme que c'est pourquoi le chemin de l'individuation exige du courage. Car on risque de décevoir les attentes d'autrui. Se conformer est rassurant. Être authentique est risqué. Mais lorsque ce risque n'est pas pris, on devient spectateur de sa propre vie. Extérieurement, on mène une vie en apparence normale, mais intérieurement, un sentiment de détachement s'installe. Il y a là une méprise importante. On confond la douleur du changement avec une erreur. On tente de la refouler. On s'active davantage. On contrôle plus les choses. On réfléchit plus. Mais selon Jung, cette douleur est un signal qu'il ne faut pas ignorer. L'âme signale que l'ancienne structure n'est plus tenable. À ce stade, le plus important est de s'arrêter et d'observer. Non pas chercher immédiatement une solution, non pas tenter de revenir en arrière. Il s'agit de prendre conscience de ce qui se passe, de reconnaître ses sentiments sans les refouler, car la transformation ne peut être précipitée. Si on la précipite, les vieux schémas réapparaissent sous de nouveaux masques. Il faut le dire clairement, si le changement est douloureux, cela ne signifie pas que vous êtes sur la mauvaise voie. Bien souvent, c'est même le contraire. On éprouve un deuil lorsqu'on abandonne ses habitudes. Ce deuil est la conséquence naturelle de l'attachement à l'identité passée. Jung décrit ce processus comme une sorte de mort intérieure. Sans la mort de l'ancien moi, une nouvelle conscience ne peut naître. Cette mort n'a pas besoin d'être dramatique, mais elle est déstabilisante. Lorsqu'on accepte ce choc, une maturation intérieure commence. La douleur se prolonge avec la résistance. Elle se transforme avec l'acceptation. Si vous vous sentez mal à l'aise à ce stade, si ce que je viens de décrire vous parle, vous n'êtes pas seul. Celui ou celle qui est arrivé, jusqu'ici, est déjà à l'aube d'un changement. Pour renforcer cette prise de conscience, je vous invite à laisser une simple phrase en commentaire. Je suis prêt à assumer le prix du changement. Ce n'est pas qu'une simple phrase. C'est une affirmation intérieure. La vérité douloureuse du changement est la suivante. On se sent mal à l'aise dès l'instant où l'on cesse de se mentir à soi-même. Mais c'est précisément à ce moment-là que la véritable transformation devient possible. L'un des aspects les plus difficiles de ce processus est l'impatience. On souhaite que le tumulte intérieur que l'on traverse s'apaise au plus vite. On aspire à retrouver sa clarté d'esprit d'antan, sa vivacité passée. On tente de se rétablir, on veut revenir rapidement à son état normal. Mais cette hâte laisse souvent la transformation inachevée, car le changement ne progresse pas en ligne droite. Il est sinueux. Il comprend des revers, des pauses et des moments d'incertitude. Selon Jung, cette incertitude correspond au processus par lequel l'âme retrouve son chemin. On s'approfondit dans la mesure où l'on peut tolérer de demeurer dans ce vide. On imagine souvent la paix intérieure comme un état totalement exempt d'obscurité. Un moi plus calme, plus positif, plus maître de lui-même.
un monde intérieur libéré des émotions difficiles où les conflits s'apaisent. Mais l'approche de Carl Jung remet en question cette vision fondamentale. Selon Jung, la plénitude ne s'atteint pas en éliminant l'obscurité, mais en l'accueillant consciemment. C'est précisément ce qu'il appelle l'intégration, la capacité à se connecter à ces parts d'ombre sans les exclure ni les refouler. Car toute part refoulée finira par ressurgir sous une forme plus violente. La colère ignorée éclate, la peur inavouée paralyse la vie. Le désir de pouvoir refouler se mue en besoin de contrôler autrui. L'intégration ne consiste pas à s'identifier à l'obscurité. Lorsqu'une personne accepte sa colère, elle n'est plus obligée d'être en colère. Lorsqu'elle reconnaît son désir de pouvoir, elle ne devient pas cruelle. Lorsqu'elle reconnaît sa jalousie, elle ne se dévalorise pas. Au contraire, lorsque ces émotions émergent à la conscience, elles deviennent maîtrisables. Un des points les plus importants de Jung est le suivant. Ce qui demeure dans l'inconscient est vécu comme une fatalité, tandis que ce qui est amené à la conscience devient un choix. L'intégration est le processus qui consiste à faire passer ces réactions internes de l'automatisme à la conscience. À ce stade, la personne change. Elle est moins instable, elle est moins susceptible, car elle sait désormais ce qui provient de son fort intérieur. Une personne qui rejette l'obscurité s'efforce constamment de maintenir un état de bien-être. Elle est toujours compréhensive, elle reste toujours calme, elle paraît toujours forte. Mais cette attitude crée une grande pression intérieure. La personne transgresse ses propres limites. Elle a du mal à dire non. Elle refoule son malaise. Puis elle ne comprend pas pourquoi elle est si fatiguée. Selon Jung, cette lassitude est une réaction à l'inaction de l'âme. C'est là qu'intervient l'intégration. Pour la première fois, la personne accepte. Je ne suis pas seulement faite de mes qualités. Je porte aussi en moi ma colère, ma peur, mon égoïsme, mon indécision. Cette acceptation n'est pas une faiblesse, mais une honnêteté intérieure. Le processus d'intégration est silencieux. Elle progresse non par de grandes révélations, mais par de petites prises de conscience. On marque une pause et l'on prend conscience de sa réaction. On reconnaît ses sentiments avant de parler. Au lieu de se mettre sur la défensive, on se retire. Jung décrit ce retrait comme un acte conscient, car on n'agit plus automatiquement. On observe, on attend, on choisit. C'est dans cet espace de choix que commence la véritable liberté. Lorsque l'obscurité n'est pas exclue, un équilibre s'instaure en soi. On ne refoule ni ne se désintègre complètement. Au lieu d'osciller entre les deux extrêmes, on trouve son centre. Il y a là une importante méprise. On peut concevoir l'intégration comme l'expression extérieure de chaque émotion. Tout dire, tout ressentir, suivre chaque impulsion. Ce n'est pas l'intégration décrite par Jung. L'intégration se réalise avec des limites conscientes. Les émotions sont reconnues, mais elles ne se traduisent pas automatiquement en comportement. On connaît sa colère, mais on n'agit pas de manière destructive. On accepte sa peur, mais on ne la fuit pas. On reconnaît son désir de pouvoir, mais on n'opprime pas autrui. Cette maturité exige une discipline intérieure. Il s'agit de régulation, non de répression. À mesure que l'intégration progresse, la relation de la personne avec le monde extérieur se transforme. Elle juge moins, elle idéalise moins, car celui qui reconnaît sa propre part d'ombre est plus réaliste face à celle des autres. Il ne perçoit plus les gens comme entièrement bons ou entièrement mauvais. Cette perspective apporte un grand soulagement dans les relations. Selon Jung, la véritable empathie ne se développe que chez celui qui reconnaît sa propre part d'ombre. Autrement, l'empathie devient un rôle, restant superficiel. Plus l'intégration s'approfondit, plus la personne s'apaise. Le besoin de se mettre en avant diminue, le désir de faire ses preuves s'affaiblit, car la part refoulée en elle ne crie plus. L'un des principaux bénéfices de ce processus est l'acquisition d'une autorité intérieure. La personne commence à discerner le bien non plus par la validation extérieure, mais grâce à sa propre boussole intérieure. Dans le parcours d'individuation de Jung, l'intégration est une étape centrale. Au terme de ce cheminement, on réalise « le véritable problème n'est pas l'obscurité, mais l'habitude de la fuir. La fuite, à première vue, semble protectrice. Elle nous met à l'abri de la douleur, des conflits et de l'incertitude. Mais avec le temps, cette fuite rétrécit la vie. Les émotions s'émoussent. Les relations deviennent superficielles. On s'éloigne de son propre centre. Le message de Carl Jung apparaît alors clairement. On ne trouve pas la paix en se divisant. La paix naît de la plénitude. Et la plénitude est possible non pas par le rejet des parties, mais par leur reconnaissance. La fuite procure un soulagement temporaire, mais crée une tension durable. Chaque émotion refoulée, chaque aspect nié, persiste dans l'inconscient.
Une personne peut paraître forte, mais se sentir fragile intérieurement. Elle peut agir calmement, mais porter une tension intérieure. Elle peut vivre en harmonie, mais se sentir épuisée. La plénitude, cependant, est différente. La plénitude est l'état de non-lutte intérieure. C'est l'acceptation de ses contradictions internes, la capacité de les accueillir en un tout cohérent. C'est la capacité de coexister avec ses forces et ses faiblesses, son courage et sa peur, son calme et sa colère. Celui qui atteint ce stade ne fuit plus. Mais il ne se soumet pas non plus à tout. L'équilibre est essentiel. La plénitude n'est pas une désintégration incontrôlée, mais une inclusion consciente. On reconnaît ses émotions sans se laisser submerger. On observe sa réaction sans y succomber automatiquement. Ce que Jung appelait l'individuation est précisément cette capacité à rester centré. On n'est plus guidé par l'approbation du monde extérieur, mais par sa boussole intérieure. Cette boussole n'est pas parfaite, mais elle est réelle. Et ce qui est réel nous donne du pouvoir. Celui qui approche de la plénitude change. Il fait moins semblant. Il cherche moins à faire ses preuves. Son rapport à la vie se simplifie. Ses relations sont plus claires. Il pose ses limites avec plus de sérénité, car il n'y a plus de part refoulée en lui. À mesure que les conflits intérieurs diminuent, les conflits extérieurs diminuent également. Plus on est honnête avec soi-même, plus on s'ouvre aux autres. Comme Jung le soulignait souvent, on ne peut être en paix avec le monde sans être en paix avec soi-même. La plénitude n'est pas un but atteint une fois pour toutes, mais un équilibre à maintenir constamment. Au fil de la vie, de nouvelles peurs, de nouveaux mécanismes de défense, de nouvelles zones d'ombre apparaissent. Jung définit donc l'individuation comme un processus qui dure toute la vie. À chaque étape, la personne se redécouvre, se réajuste et retrouve son centre. Ces retours ne sont pas des échecs. Au contraire, ils sont une composante naturelle d'une vie consciente. Passer de la fuite à la plénitude exige du courage, car dans cette transition, la personne abandonne les mythes qu'elle se fait d'elle-même, les remplaçant par un récit plus simple, mais plus réaliste. Ce récit n'est pas parfait, mais il est solide. La personne ne se fragmente plus pour se protéger, elle apprend à se porter. Et cet état de port engendre un véritable sentiment de liberté. C'est précisément là l'héritage de Jung. Dès l'instant où la personne cesse de fuir elle-même, elle établit une connexion authentique avec la vie. Et cette connexion, vue de l'extérieur, paraît silencieuse, mais vue de l'intérieur, elle crée une transformation profonde et durable. Au lieu de résister au rythme de la vie, on apprend à s'y laisser porter. Cet état de fluidité peut paraître anodin vu de l'extérieur, mais il engendre une profonde stabilité intérieure. On n'est plus quelqu'un qui cherche constamment à se corriger. On est quelqu'un qui se comprend. Un autre signe de plénitude est la transformation du rapport à la solitude. Lorsqu'on est seul, on ne fuit plus soi-même. On ne s'agite plus sans cesse pour se distraire. Le silence cesse d'être une menace, car il n'y a plus de voix intérieures refoulées. Comme le soulignait Jung, plus on apprend à être seul avec soi-même, plus nos relations avec autrui sont saines. La solitude n'est plus un manque, mais un espace de connexion. Cette connexion régule le monde intérieur. Elle engendre moins de dépendance et plus d'ouverture dans les relations extérieures. On ne change pas pour être aimé. On se connecte tel qu'on est. Et à ce stade du cheminement, on comprend. Renoncer à la fuite n'est pas renoncer au combat. Au contraire, c'est cesser de gaspiller son énergie inutilement. Lorsque le combat intérieur s'apaise, la force d'une personne ne se disperse pas. Elle se concentre. Cette concentration permet une participation plus consciente à la vie. Les choix deviennent plus clairs. Dire non devient plus facile. Ce que l'on accepte prend davantage de sens. La plénitude n'éloigne pas une personne de la vie. Elle l'y enracine. Et une personne enracinée n'est pas emportée par les tempêtes. Elle peut plier, elle peut lutter, mais elle n'est pas déracinée. Car elle ne fuit plus. Elle peut désormais rester là où elle est. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.